Et il est évident qu'on ne peut pas en une heure vous donner le panorama de toutes les zoonoses émergentes, mais sachez quand même que dans les maladies émergentes que l'on connaît, 70% sont des zoonoses et les vétérinaires sont bien placés pour cela parce qu'ils les connaissent. Et je fais partie des dinosaures, comme tu l'as dit bien, des gens qui devaient connaître les maladies des animaux domestiques, et donc, on est plus spécialisé par espèce. Donc, je connais aussi bien celle des ruminants, des porcs et des volailles et du lapin, ce qui fait que, effectivement, on finit par connaître beaucoup de zoonoses dans ces conditions. Mais je vais donc vous montrer que nous avons dans les zoonoses émergentes et réémergentes de nombreux pays qui sont concernés. Certaines peuvent d'ailleurs voyager. N'oublions pas les moustiques, les maladies vectorielles. Et nous allons donc voir que les zoonoses concernent à la fois les animaux de compagnie, les animaux de la ferme ou des zoos, des animaux sauvages, et je donnerai deux exemples de crises sanitaires que j'ai bien connues, celle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, où là il y avait un risque qui malheureusement s'est avéré effectif, et puis le virus influenza avec la grippe, où là on aurait dû empêcher les médecins de parler et laisser parler les vétérinaires, parce que moi j'étais persuadée que la grippe aviaire ne donnerait jamais une zoonose, parce que je connais cette maladie. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les actualités sur les zoonoses émergentes, j'ai bien aimé un article d'un de nos collègues de Davis sur les animaux dans la chambre, les animaux de compagnie dans la chambre. Il est curieux de voir le nombre, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France ou aux Pays-Bas, de gens qui dorment avec leur chien ou avec leur chat. Eh bien, ceci peut entraîner des zoonoses. Des zoonoses comme les maladies de griffe du chat, ça on connaît certes, mais il faut savoir que ça peut être aussi par léchage que l'on peut avoir ce type de contamination, que ça peut être aussi en fait des puces qui peuvent être le relais. Donc on a des pastorelles, on a donc des Bartonella, c'est la maladie de la griffe du chat, mais après vous avez des pastorelles. Et n'oublions pas que c'est très mauvais de laisser un chat ou un chien vous lécher. Ensuite, vous avez des hôtes normaux dans la cavité buccale des chats, des chiens, et puis on le verra d'ailleurs plus tard pour les rats, qui peuvent, à l'occasion d'une morsure, être à l'origine d'une infection grave chez les personnes, surtout chez les personnes qui sont sensibilisées, c'est-à-dire aspléniques, qui réagiront moins au point de vue immunitaire. Enfin, vous voyez qu'on a aussi des plaies par staphylocoque, par léchage, à partir du chat ou du chien. Les chats et les chiens sont encore dangereux parce que ce sont les parasites. On oublie qu'il faut se laver les mains quand on a caressé un chat ou un chien, mais aussi les morsures. Il est extraordinaire de voir cette étude aux États-Unis où on voit que 50% des morsures sur 109 mortels sont chez des enfants âgés de moins de 10 ans, dont 11 chez des enfants endormis. C'est quand même extraordinaire de voir qu'il puisse y avoir des sujets aussi graves en ce qui concerne donc les chiens et les chats. Donc c'est pas ma spécialité, les chiens et les chats. Donc je ne parlerai que des recommandations, c'est-à-dire des conditions d'hygiène qu'il faut avoir quand on a des animaux de compagnie, car c'est un risque réel, surtout vis-à-vis des enfants, qu'il s'agisse des morsures ou des contaminations, et qu'il faut faire confiance à ces vétérinaires pour éviter ce type de complications, c'est-à-dire savoir soigner aussi les animaux. Alors, après les animaux de compagnie type chien et chat, nous avons cette détestable mode des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Ces nouveaux animaux de compagnie peuvent être extrêmement dangereux. Je donnerai quelques exemples. D'abord, nous avons des cochons de compagnie. Or, on a une maladie émergente qui s'appelle l'hépatite E. Alors, c'est un problème parce qu'on peut la retrouver chez des cochons qui sont en élevage. Et il paraît que si on mange surtout du foie peu cuit, c'est là où l'homme peut se contaminer. Donc c'est un risque alimentaire. Mais on peut avoir aussi même cette contamination par contact, puisqu'il y a en France un petit cochon vietnamien qui a contaminé son propriétaire. L'hépatite E, pour moi, c'est la maladie émergente qui va être le plus gros problème dans les années à venir. On a beaucoup incriminé les porcs, mais dernièrement, on l'a trouvé aussi chez le lapin. Donc le problème de l'hépatite E, c'est de savoir exactement quel est le réservoir animal pour ce virus qui vraiment émerge et sera le problème dans les années à venir.
Vous avez aussi d'autres virus, c'est là dans les de compagnie, ce sont les petits rongeurs. Vous avez des arénovirus. Ces arénavirus ne sont pas toujours dangereux, mais quand il s'agit de personnes immunodéprimées, en particulier les personnes qui ont reçu des greffes, vous pouvez avoir des mortalités qui sont loin d'être négligeables. Donc il faut faire attention à ne pas laisser des petits animaux de compagnie avec des gens qui peuvent être sensibles. Ensuite, je donnerai un exemple qui me paraît terrible. C'est l'histoire de la variole du singe. Il y a eu une importation de rats de Gambie d'Afrique parce que c'est un rat de compagnie, donc c'était aux États-Unis. Ces rats ont contaminé des chiens de prairie et comme vous le voyez, ces chiens de prairie, ce sont des rongeurs, ce ne sont pas des chiens. Et ces chiens de prairie asymptomatiques, c'est-à-dire sans lésion, ont contaminé leurs propriétaires. Et quels sont les propriétaires de ces petits rongeurs? Ce sont des enfants. Et vous voyez les lésions qu'ont eu ces enfants. Il y a eu énormément d'enfants contaminés par ces rats de Gambie importés aux États-Unis. Donc la variole du singe, vous le savez, en Afrique, n'est pas négligeable. Un autre problème que nous avons eu avec des rats en Europe, et encore un problème de variole. Alors c'est une variole qui est beaucoup moins dangereuse, c'est la vaccine, mais on a eu des rats provenant des pays de l'Est qui étaient vendus en Allemagne et en France dans les années 2008-2009. Et si vous voulez, il y a eu des lésions avec cette vaccine, ce Copox, même à partir de rats sauvages, c'était possible. Et là encore, c'était des enfants qui étaient contaminés, certes, moins gravement que la variole du singe, mais quand même, c'était des enfants. Donc les rats, vous savez, ça a été une mode à cause du film sur le rat qui savait faire de la cuisine. Alors des rats dans une cuisine, ça choque un vétérinaire, croyez-moi. Hein. Donc Ratatouille, c'était peut-être très joli comme film, mais ça a donné la mode du rat. Et je crois qu'il faut s'en méfier. Autre chose dont il faut se méfier et que les vétérinaires ou les médecins ne connaissent pas, c'est la fièvre de la morsure du rat. Et il y a des hôtes habituels dans la cavité buccale des rats et des souris d'ailleurs. Et si l'on ne fait pas assez vite le diagnostic, il peut y avoir des cas mortels par ces Streptobacillus moniliformis ou ces Spirillum minus qui sont normalement dans le nasopharynx de ces petits rongeurs et qui peuvent être à l'origine vraiment, sans antibiothérapie, d'une mortalité chez l'homme. Et on passe à côté. Et le pire, ce sont les reptiles. La mode des reptiles, ce sont des porteurs de salmonelle. Regardez simplement cette courbe. Vous voyez, on observe une augmentation parallèle entre l'importation d'iguanes aux États-Unis et les Salmonella marina dans ce même pays. Ces iguanes étaient porteurs très fréquemment donc de Salmonella marina. Il faut savoir que 80% des reptiles sont porteurs de salmonelle. Donc, il faut éviter les reptiles, surtout avec des enfants. Sans compter le risque avec les gros reptiles d'étouffement des enfants. Ça existe malheureusement même en France. Et puis, nous avons vu donc les animaux de compagnie. Maintenant, nous allons revenir à des sujets que je connais mieux, ce sont les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme, c'est devenu à la mode d'emmener les enfants visiter des fermes, visiter des zoos, d'expliquer aux enfants qu'il faut qu'ils caressent les animaux, surtout quand ils sont petits. Eh bien, ce n'est pas bon cela, parce qu'il y a des mesures de biosécurité qui devraient être associées à ces visites, et vous allez voir que ce n'est pas négligeable de faire attention. Regardez ces visites de ferme là au Pays de Galles. Vous avez un pic, là ce sont les cryptosporidioses, et là un autre pic, ce sont les colibacilloses. Mais les colibacilloses au 157H7, c'est-à-dire le syndrome hémolytique et urémique pour lequel tout le monde pense qu'il n'y a que le hamburger mal cuit qui peut être en cause. Eh bien non, aux États-Unis, on considère qu'il y a autant de chances pour un enfant d'être contaminé par un colis au 157H7 en faisant une visite de ferme pédagogique qu'en mangeant un hamburger mal cuit. Il faut dire que dans les abattoirs, le système de sécurité n'est pas parfait dans les abattoirs américains. Et les hamburgers sont souvent contaminés. Alors vous voyez, cette couverture de Time Magazine qui est assez ancien montre bien le risque lié au colis au 157H7, le killer germ qui sort du robinet. Et c'est tout à fait ça. Du au 157, vous en avez partout. Alors vous avez certainement entendu parler de ce problème en Allemagne
d'un O104 qui a donné aussi des syndromes hémolytiques et urémiques, mais qui n'a pas touché des enfants, contrairement à l'habitude, mais des jeunes femmes, surtout des jeunes femmes. Et en fait, après avoir eu quand même, en fait, c'est parce qu'on a eu des cas en France, à Bordeaux, chez des écologistes qui avaient utilisé des graines germées, qu'on a fait le rapport avec ce qui s'était passé en Allemagne, et qu'on s'est rendu compte que c'était des graines germées qui venaient en fait d'Égypte et qui étaient passées par différents circuits, soit en Allemagne, soit en France. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu plus de 2325 infections, 642 cas de syndrome hémolytique et urémique, ce qui est extrêmement grave quand on sait que les reins peuvent être complètement nécrosés par la suite et que c'est la greffe rénale ou la dialyse péritonéale à vie. Il y a eu des décès, donc en fait, il faut savoir que quand il y a des risques alimentaires, on a incriminé le concombre, ce n'était pas le concombre, c'était des graines germées. Mais si je reviens à mes colis au 157H7, il n'y a pas très longtemps en fait qu'on connaît le risque lié aux visites de ferme parce que c'est devenu à la mode seulement, vous voyez, à partir des années 2000. Alors ce sont les anglo-saxons qui ont eu des problèmes au départ. En France, c'est venu beaucoup plus tard. On n'a pas encore eu les problèmes des anglo-saxons, mais on pourrait avoir ce type de risque non négligeable, puisque je reviens sur les CDC d'Atlanta qui, en 2004, considèrent que le risque est aussi important que de consommer un hamburger mal cuit. Ce risque est multiplié par 100, par exemple, pour les scouts qui vont sur des pâtures où il y a eu des bousses de vache, parce que ce sont surtout les bovins qui sont excréteurs asymptomatiques de ce colibacille. Puis après, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait en avoir, par exemple au Japon, on a eu des graines germées qui ont été à l'origine dans des cantines d'enfants. Il y a eu quand même, comme vous pouvez le voir, près de 8000 cas, avec 2700 confirmés par bactériologie et 106 syndromes hémolytiques et urémiques. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable ce problème lié au colibacille entérotoxinogène. Puis on s'est rendu compte que les épinards pouvaient être en cause, les laitues, et puis finalement on se rend compte qu'on a des colis qui peuvent être dangereux, d'autres qui le sont moins. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais le problème ce sont ces colis-là en rouge, ces entérotoxinogènes qui peuvent être typiques ou atypiques, comme celui de Hambourg, le O104. Et à ce moment-là, on a vraiment des cas graves. Alors, cette souche de O104, c'était nouveau. Hein. Il faut savoir qu'on n'avait pas de cas, à part une publication en Corée en 2006. Et on s'est rendu compte très vite, en fait, que c'était des graines germées. Mais il n'y a pas que les ruminants, hein. Les porcs, les volailles peuvent être aussi porteurs de colis au 157H7. Même vous pouvez en trouver, voyez-vous, ce schéma n'est peut-être un peu petit, mais il faut savoir que cette ingestion, vous pouvez l'avoir à partir d'eau du puits, c'est une contamination fécale. Donc vous pouvez avoir des salades, des épinards, même des jus de pommes qui ne sont pas stérilisés peuvent être contaminants. Vous pouvez avoir les mouches qui contaminent partant d'une bouse pour aller contaminer un aliment. Donc vous voyez que finalement les risques de contamination, vous l'avez aussi par baignade, par manque de mesures de biosécurité sur des aliments qui ont pu être contaminés par, principalement, on incrimine quand même les bovins dans le O157. Je donnerai un exemple sur qui pouvait arriver dans les visites de ferme, parce que ça, je trouvais que c'était important. Vous voyez, là, ici, en un mois, sur des petits ruminants qui étaient dans une kermesse, en un mois, vous avez eu, comme vous pouvez le voir, 108 personnes malades, la moitié âgées de moins de 3 ans. Il faut savoir que ce sont les enfants âgés de moins de 6 ans qui feront plus facilement un syndrome hémolytique et urémique. Et là, vous vous rendez compte, 15 avec un syndrome hémolytique et urémique sur 15 mois. Tout ça parce qu'on leur a dit d'aller caresser des chèvres. Donc vous voyez quand même qu'il ne faut pas plaisanter avec ce genre de problème. Il faut se rendre compte que le lavage des mains même n'est pas suffisant quelquefois et qu'il faut en fait vraiment faire très attention que les enfants ne mangent pas quand ils visitent un zoo ou une ferme, ne pas les laisser caresser les animaux.
systématiquement. Et vous voyez qu'on en a plus, par exemple, en France, ces syndromes hémolytiques et urémiques chez les enfants, on en a plus dans les régions où il y a plus de bovins. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais on peut se poser des questions. Donc, la prévention, ce sont les viandes hachées cuites à cœur, le lait cru et les fromages à base de lait cru qui sont interdits aux enfants de moins de 3 ans, les légumes, les herbes aromatiques, les fruits doivent être soigneusement lavés s'ils sont consommés crus, les aliments doivent être conservés séparément des aliments crus, doivent être conservés séparément des aliments cuits. Enfin, il y a des tas de mesures de biosécurité qu'il faut connaître pour justement prévenir ce type de maladie, surtout quand on emmène des enfants de moins de 6 ans dans des visites de fermes pédagogiques. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on devrait les interdire pour les enfants de moins de 5 ans. Maintenant, nous avons aussi d'autres exemples. Là, je prendrai un autre exemple, c'est la fièvre Q. La fièvre Q, c'est aussi un problème qui est résurgent, parce qu'on a on a beaucoup de fièvre Q. Là encore, ce sont les ruminants qui sont excréteurs asymptomatiques. Et la fièvre Q, quand on regarde, c'est souvent asymptomatique, mais une infection primaire peut donner un syndrome grippal. Le problème, c'est quand l'infection devient chronique et qu'il y a des localisations qui donnent des endocardites, des affections vasculaires, des problèmes surtout chez la femme d'avortement, et c'est un problème professionnel, la fièvre Q. Or, on a connu des cas en France, comme vous pouvez le voir, par exemple, parce qu'on avait un abattoir qui était proche d'un héliport, et il y a eu, en fait, par le biais de l'héliport qui faisait disperser les spores de cette Coxiella, on a eu des petites épidémies localisées à Briançon. Et on s'est rendu compte que c'était lié au fait que l'héliport était à côté de l'abattoir où il y avait des carcasses qui étaient à l'air libre. Donc, si vous voulez, c'est toujours une contamination par voie aérienne. Cette contamination par voie aérienne a été bien montrée aussi par un spécialiste qui avait montré que dans la plaine de Cros, c'est en France, dans le sud de la France, il y a beaucoup de moutons, beaucoup de fièvre Q. Eh bien, quand il y a Mistral en novembre, c'est un vent particulier dans cette région, eh bien, il y a de la fièvre Q en décembre. Hein, et ça, c'est classique. On sait que la fièvre Q peut être contaminante par le vent. Et il y a eu une alerte importante ces dernières années en Hollande. En Hollande, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire plus de fromage de chèvre. Donc, il y a eu plus d'élevage de chèvres qui étaient proches des villes. Et ces élevages de chèvres, eh bien, elles étaient porteuses de fièvre Q. Et vous voyez tout d'un coup que la fièvre Q est apparue de plus en plus importante chez l'homme avec des pics. Et il a fallu tuer plus de 55 000 chèvres pour arrêter l'épidémie de fièvre Q en Hollande. Tout ça parce que les élevages étaient trop proches des villes et qu'il n'y avait pas de contrôle de la fièvre Q dans ces élevages. Maintenant, nous allons avoir d'autres exemples. Les animaux sauvages, par exemple. Je donnerai l'exemple du virus du Nil occidental, qui est un problème surtout extraordinaire qui est survenu aux États-Unis. Et puis, je donnerai aussi pour l'Asie l'exemple du virus Nipah comme virus émergent ou résurgent, parce que autant le virus Nipah est vraiment un virus émergent qu'on ne connaissait pas, autant le virus du Nil occidental est connu depuis longtemps, mais il a fallu qu'il y ait un virus un peu particulier qui est apparu en 99 dans l'État de New York, et c'était des oiseaux qui mouraient. Et le CDC d'Atlanta a dit c'est un problème vétérinaire, ne nous occupons pas de cela, c'est une mortalité anormale d'oiseaux. Mais c'est qu'après, il y a eu des cas chez l'homme. Et comme vous pouvez le voir, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, finalement, le virus du Nil occidental s'est installé en Amérique du Nord, et maintenant, les Américains, ils regardent une mortalité anormale chez les animaux d'un autre œil en disant ça là pourrait être une zoonose, méfions-nous. Ça a été un excellent exemple parce que vraiment il y a eu seulement un diagnostic vétérinaire fait au départ et on considérait qu'il n'y avait aucun risque pour l'homme au départ tout
tout du moins. Et maintenant, c'est bien installé. En plus, ce virus du Nil occidental est transmis toujours par les oiseaux sauvages, mais aussi maintenant, il y a des transmissions par greffe, par transfusion sanguine, etc. L'autre exemple est remarquable. C'est l'exemple type d'un virus émergent. C'était en Malaisie. En Malaisie, dans les années 98, mai 99, il y a eu une déforestation qui a fait que des souris frugivores sont venues assez proches d'élevages de porcs. Et elles ont contaminé par leurs excréments cet élevage. Les porcs ont contaminé l'homme, mais de façon extrêmement grave. Un cas sur deux était mortel chez l'homme. Donc il a fallu faire un abattage massif de ces porcs au niveau de la Malaisie. Il a fallu après se rendre compte que finalement ce virus était bien installé, qu'il a diffusé au Bangladesh, en Inde, et c'est un virus extrêmement dangereux. Et il y a eu à un moment un problème où on pouvait suivre quasiment à la trace un vendeur de jus de palme. D'ailleurs, son fils avait été contaminé et pour lequel il y avait, là encore, 50% de mortalité chez les sujets qui étaient contaminés. Et une étude a montré que c'était ces souris frugivores qui allaient se nourrir la nuit, là où on récoltait le jus de palme, et qui étaient à l'origine de cette contamination, parce que le virus pouvait très bien résister dans le jus de palme, à la température, vous voyez, il survivait très bien, à 22 degrés, et avec une caméra infrarouge, on pouvait voir les chauves-souris qui allaient se nourrir au niveau des récoltes de jus de palme, et surtout, on pouvait voir ici qu'elles allaient uriner dans le jus de palme. Et c'est ainsi qu'il y avait cette contamination qu'on pouvait suivre à la trace, et il a fallu simplement avoir un système permettant d'éviter l'accès aux chauves-souris pour le jus de palme pour voir s'arrêter cette contamination. Mais le Nipah, maintenant, est un des virus émergents qui fait le plus peur en Asie, parce que n'oublions pas le très fort taux de mortalité que l'on observe, et vous avez ce réservoir qu'est la chauve-souris frugivore. Finalement, je vais vous dire, il y a 3 bêtes qui me font peur. C'est le moustique, la tique et la chauve-souris. Parce que plus vous cherchez, plus vous trouvez que la chauve-souris est réservoir de virus dangereux, aussi bien en Afrique avec les virus hémorragiques que le fameux SRAS, le Nipah. Enfin, finalement, quand on cherche, on trouve que... Et puis, il y a la rage aussi. Voici pour les exemples d'animaux sauvages. Et maintenant, je vais arriver sur 2 crises sanitaires qui montrent quand même que quelquefois, il est nécessaire d'avoir des vétérinaires pour expliquer certaines maladies que les médecins ne comprennent pas tout de suite, dans la mesure où ils n'ont pas, comme je dirais, les pieds dans les bottes. On est d'abord, nous, cliniciens. Alors, c'est l'histoire de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il y a eu ces premiers cas en 1995. En 1996, là, on a fortement suspecté qu'il y avait un risque pour l'homme qui a été confirmé par inoculation à la souris. Comme vous voyez, là, la souris qui tourne, eh bien, c'était malheureusement confirmé que l'agent bovin de l'encéphalopathie spongiforme pouvait contaminer l'homme. Heureusement, la barrière d'espèce a été importante. Il n'y a eu pas énormément de personnes contaminées, mais il a fallu une très forte contamination du cheptel bovin britannique pour qu'on se rende compte que la barrière d'espèce ne marchait pas toujours. J'aime rappeler que ce sont des vétérinaires français qui ont été les premiers à montrer la contamination du mouton au mouton et du mouton à la chèvre, Thuillier et Schell, qui malheureusement ont disparu très jeunes et pour lequel le comité Nobel s'était renseigné parce que c'était quand même une découverte extrêmement importante. C'est pour la transmission que l'on a de ces agents transmissibles non conventionnels qu'on appelle maintenant prions. Mais vous voyez qu'à l'époque où il y a eu l'encéphalopathie spongiforme bovine, une maladie de Creutzfeldt-Jakob pouvait être inoculée à une chèvre qui présentait à ce moment-là une tremblante. Donc la barrière d'espèce, on savait qu'elle n'existait pas systématiquement. On n'a pas essayé le contraire, bien entendu.
Alors, vous voyez que dans la chronologie de ces maladies à prions chez les animaux, eh bien, c'était surtout la tremblante du mouton et de la chèvre qu'on connaissait. On connaissait aussi l'encéphalopathie transmissible du vison. On pensait toujours que c'était la tremblante qui était en cause jusqu'au jour où des moutons, des visons n'avaient mangé que des vaches couchées, parce que vaches couchées, c'est souvent un syndrome métabolique, des vaches un peu grasses. Donc, on a considéré qu'on pouvait les donner à manger aux visons. Et les visons ont présenté une encéphalopathie transmissible. C'était dans les années 80. Les Américains ont reproduit la maladie, mais c'était un sujet tabou après, parce que quel est le pays qui voulait dire qu'il avait de la vache folle? Je peux vous dire que c'était tabou. N'oublions pas que dernièrement, il y a un mois, les Brésiliens ont eu un cas. Ils ont tout fait pour le cacher parce que tout de suite, les marchés se ferment quand vous avez un cas même un cas d'encéphalopathie spongiforme. Puis vous voyez que finalement, les Américains ont un autre problème actuellement, c'est la maladie du dépérissement chronique, rencontrée chez des cervidés sauvages. Ils ont en fait des élevages, ce sont des semi-élevages. Ils sont à la fois en liberté, mais ils ont beaucoup de cervidés sauvages parce que en fait, ils ont un commerce non pour la viande, mais pour les bois qui sont envoyés après en Asie, parce que, paraît-il, il y a un effet intéressant sur les bois qui pourrait être retenu par les Asiatiques. Donc, en tout cas, ils ont beaucoup de maladies du dépérissement chronique, ils ne savent pas s'il y a un risque pour l'homme. Et là, vous avez l'ESB qui est arrivé en 85 et en 90, quand le chat, qui n'avait jamais présenté d'encéphalopathie spongiforme, a été touché en Angleterre en plus, ça a été une grosse crise parce qu'on savait maintenant que la barrière d'espèces n'existait pas entre le bovin et le chat et donc on pouvait vraiment avoir peur pour l'homme. Malheureusement, ça a été le cas. Alors, il est bon de se rappeler aussi qu'il existait une maladie qui s'appelait le courroux. Et Gage-Dussec a eu le prix Nobel en 1976 parce qu'un vétérinaire lui a dit « Mais vous savez, cette maladie-là, elle ressemble beaucoup à la tremblante du mouton, les lésions sont identiques, vous devriez inoculer des singes. » Il a donc inoculé des singes, d'ailleurs il a mis un certain temps. Alors déjà, il faut voir que le courroux, comme vous pouvez le voir ici, c'est des tremblements, ce sont des difficultés locomotrices, comme dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, Adelot, le vétérinaire en 59, qui avait dit à Gage-Dussec d'inoculer des singes, vous voyez qu'il a fallu attendre 1966 pour se rendre compte que le singe pouvait être sensible et donc qu'il y avait des maladies à prions transmissibles aussi chez l'homme, donc comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors, on connaît, si vous voulez, cet agent qui est maintenant bien connu, caractérisé par une très longue période d'incubation, qui est très résistant dans le milieu extérieur, même résistant aux formoles, ce qui explique qu'on a eu des contaminations par des vaccins formulés, qui donnent des lésions dégénératives, des trous dans le cerveau. Ce n'est pas une encéphalite, c'est une dégénérescence cérébrale, malheureusement toujours fatale. Alors quand on regarde les encéphalopathies en Europe, ce sont souvent des maladies sporadiques. On ne sait pas d'où elles viennent. On dit qu'elles peuvent être familiales aussi, hein, donc génétiques. Alors certaines sont franchement génétiques, d'autres plus ou moins. Mais ce qu'il faut se voir, c'est que finalement, il y en a très peu acquises après contamination. Il y a les iatrogènes. Les iatrogènes, c'était les greffes de Durmer essentiellement, les implantations d'électrodes, et malheureusement l'hormone de croissance, où la France a eu le triste record d'avoir plus d'une centaine de cas par rapport, c'est-à-dire plus de la moitié des cas mondiaux. Hein, et parce qu'on utilisait des hormones de croissance provenant de cas de Creutzfeldt-Jakob, il n'y avait pas de mesures de biosécurité sur les prélèvements effectués pour ces injections. Donc vous voyez que finalement, moi je reste toujours un peu dubitatif sur ces maladies dites sporadiques qui sont quand même transmissibles. Donc on n'a pas démontré que la tremblante était transmissible à l'homme, mais on n'a pas démontré le contraire non plus. Mais le temps d'incubation doit être plus long, puis on n'a pas eu la catastrophe de l'encéphalopathie spongiforme bovine, où il a fallu des millions de bovins touchés pour avoir 200 cas au Royaume-Uni montrant la transmissibilité à l'homme. Alors ce prion, vous voyez, il est un peu expliqué comme ces feuillets-là, ces hélices qui vont se transformer
en feuillets bêta-plissés et qui vont être à l'origine finalement de cette agrégation du prion qui, de normal, devient pathologique, c'est-à-dire résistant aux protéases, parce qu'il y a plus de feuillets bêta-plissés. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, ou qu'on faisait essentiellement le diagnostic, c'est-à-dire que s'il y avait, là ici sur une souris saine, la prion normale du soie est éliminée par la protéase, le prion à tremblante ne l'est pas, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic différentiel, en tout cas dans les tests qui ont été utilisés. Et là encore, pour la théorie du prion, il y a eu un second prix Nobel, c'est Prusiner en 1904, qui avait donné cette théorie en 1982 et qui a eu le prix Nobel de médecine en 1997 pour sa théorie. Alors maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est le kourou, parce que le kourou, on a arrêté finalement la contamination, parce qu'il faut savoir que la contamination, c'était le cannibalisme rituel. Donc on a dit, vous ne arrêtez le cannibalisme, d'ailleurs on a eu un argument, vous n'aurez plus d'alcool si vous continuez votre cannibalisme. Ben, vous voyez, ça a été efficace, hein, ça s'est arrêté net, et vous voyez la diminution, alors la parité n'existait pas, hein, les femmes étaient plus atteintes. Pourquoi? Parce que les hommes mangeaient la matière noble, la viande, et les femmes les abats, et en particulier la cervelle de grand-mère, parce que c'était un cannibalisme rituel, on mangeait plutôt la personne de la famille qui était décédée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 57, les classes d'âge qui avaient, on a eu des cas à partir de 4 ans, hein, parce que là, il n'y avait pas la barrière d'espèces, donc les classes d'âge de 10 ans ont disparu en 67, les classes d'âge de 20 ans ont disparu en 77, et ainsi de suite, ce qui fait que maintenant, on sait quasiment qu'on a plus de cas. Ils ont fêté le dernier cas de kourou chez la reine d'Angleterre il y a 4 ou 5 ans. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette Creutzfeldt-Jakob, parce que c'est quand même un problème, c'est de savoir qu'il y a une prédisposition génétique. Et vous voyez ici que, en ce qui concerne le variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob qui est lié à la vache folle, eh bien, 100% sont méthionine sur le codon 129. Et vous voyez que les méthionines étaient beaucoup plus fréquemment atteints de Creutzfeldt-Jakob sporadique par rapport à la population normale. Cela veut dire une chose, c'est que peut-être nous aurons après des Creutzfeldt-Jakob liés aux variants de la maladie de Creutzfeldt-Jakob dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être des hétérozygotes parce que pour le moment, le temps d'incubation, on l'a eu pour les plus sensibles. On n'a plus de cas maintenant, hein, sauf les 2 cas en France qu'on a eu parce que c'est la fin de la courbe. Vous voyez que sans barrière d'espèces, avec le kourou, dès 4 ans, on pouvait avoir des cas, et c'était les met-met, mais très rapidement, vous voyez que les hétérozygotes qui étaient moins sensibles, donc une plus longue durée d'incubation était nécessaire quelquefois pour voir apparaître les symptômes, eh bien, apparaissaient beaucoup plus tardivement, effectivement, et donc ceci, surtout, doit nous faire comprendre que si nous n'avons que des met-met actuellement dans le variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob, nous ne sommes pas sûrs que nous n'aurons pas d'hétérozygotes par la suite, et, de Valval, et surtout des hétérozygotes. Par exemple, pour l'hormone de croissance, où il n'y a pas de barrière d'espèce, les hétérozygotes sont arrivés 5 ans après les homozygotes. Donc on a quand même ce risque de seconde vague. On a aussi un risque important avec le variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est qu'il y a un risque de transfusion sanguine qui n'existait pas dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob classique. Le prion est réparti de façon plus importante dans l'organisme. Si on revient à nos bovins maintenant, on regarde par âge de naissance les bovins anglais. Regardez donc, ça a été en fait exponentiel. En 88, tout le cheptel britannique était contaminé. Donc, il était temps d'interdire, de leur donner des farines de viande qui étaient à l'origine de la contamination. Vous voyez que ça a diminué. Et ensuite, à partir de 90, ça c'est l'histoire du chat, eh bien, on a interdit aussi les abats. Mais on a eu des cas, donc, naïfs. J'ai trouvé cette expression, pour ne pas utiliser un terme anglo-saxon, naïf, né après l'interdiction des farines. Et c'est devenu un nom officiel au journal officiel. Après, il y avait les super naïfs, nés après les super interdictions. Donc, vous voyez ici qu'on a en fait eu affaire à un accident où on a amplifié par recyclage
des animaux qui mouraient dans les farines de viande cette contamination et que finalement les farines de viande, il fallait arrêter et en arrêtant, la maladie est redevenue rare. C'était une maladie qui existait. Elle est redevenue rare. Alors si on regarde le risque pour l'homme, vous voyez ici les facteurs de risque publiés en 2006. Vous voyez que c'était surtout le hamburger avec une probabilité importante et les viandes séparées mécaniquement. Vous savez, la viande qu'on va prendre, qu'on va broyer, puis on en tire un magma qu'on met dans des saucisses ou dans des raviolis. Eh bien non, quand c'est une colonne vertébrale, vous broyez le système nerveux central, la moelle épinière, et c'est la moelle épinière qui fait que, de toute façon, les tissus les plus dangereux, c'était le cerveau et la moelle épinière. Alors les gens confondaient la moelle épinière avec la moelle osseuse. Et ça, c'était formidable parce que au moment de Noël, on aime bien les cardons à la moelle chez moi. Eh bien, on trouvait beaucoup de cardons de la moelle parce que les gens voulaient plus manger de moelle. Et c'est très bon, la moelle osseuse dans nos repas. Hein. En tout cas, si vous voyez, le bœuf n'était pas dangereux, le poulet, bien sûr. Donc, vous voyez déjà une chose, c'était le fait qu'il y avait un risque d'introduction de système nerveux central dans la viande qui était à l'origine de la contamination. Si on regarde maintenant les âges des Anglais qui ont été contaminés, vous voyez que c'était ceux qui étaient nés entre 60 et 89, surtout entre 70 et 79, qui ont été le plus contaminés. Moi, j'ai 3 enfants, il y en a un qui est né en 69, l'autre en 74, l'autre en 79. Donc, ils sont dans les situations à risque. Mais en France, on avait moins de risques qu'en Angleterre. Par contre, on en a pris des risques. Et ça, c'est dramatique, parce que les Anglais ont interdit les abats chez eux, en fait, de façon officieuse, mais non officielle, ce qui les a permis d'augmenter leurs exportations d'abats pendant 2 ans, entre 88 et 90. Et si vous regardez ce qui s'est passé pour la France, en rouge, nous avons multiplié par 20 nos importations d'abats pendant 2 ans dangereux, ce qui faisait que je pouvais annoncer que si on avait des cas qui augmentaient 16 ans et demi après, c'est-à-dire le temps d'incubation moyen connu pour le variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob, il ne fallait pas chercher d'où ça venait et ça durait 2 ans. Je l'ai annoncé et c'est ce qui s'est passé. Si on regarde la diapo suivante, vous voyez, quand on est passé de 300 tonnes à 6000 tonnes, vous voyez qu'à partir, donc exactement 16 ans et demi après, on a cette augmentation qui n'a duré que 2 ans. Et on a eu encore 2 cas l'an dernier, en 2012. C'est vraiment la queue de l'épidémie. Et vous voyez surtout le décalage qui montre que les Anglais, on a tendance en France à dire la perfide d'Albion. Là, c'en est vraiment une preuve. Hein. Alors, si on regarde maintenant, regardez donc cette vache. Regardez l'œil inquiet de cette vache. Alors, on sait que c'est une vache à ESV. L'éleveur le voit, ça. Mais l'éleveur, quand il voit sa vache comme ça, il l'envoie tout de suite à l'abattoir. S'il n'y a pas de test, elle passe. Parce que c'est une maladie qui évolue assez lentement pour passer à l'abattoir. L'éleveur le voit. Mais une vache comme ça, à l'œil inquiet, elles ont toutes l'œil inquiet à l'abattoir. Donc un vétérinaire ne le verra pas. Donc on n'avait pas de critères cliniques de diagnostic, sauf quand l'animal arrivait vraiment très tardivement et à ce moment-là, quand on avait des animaux qui avaient des troubles locomoteurs graves. Et vous voyez que le fait d'avoir commencé les tests en 2001, vous voyez que progressivement, pour 100 000 tests, on trouvait 3,4 cas, 2,5, 1,3, et maintenant quasiment plus. Maintenant, il faut arrêter les tests à l'abattoir. On prend des précautions sur les abats, ça coûte beaucoup trop cher pour le nombre d'animaux qu'on peut trouver. C'est une maladie qui est vraiment redevenue rare. Et si on regarde ce qui s'est passé, vous voyez, alors là, vous voyez une belle vache qui fait un léchage excessif, c'est un des signes cliniques. Mais là, vous regardez, en Angleterre, en rouge, on avait jusqu'à 40 000 cas déclarés par an. En bleu, alors on a bien sûr jusqu'à 1000 cas déclarés par an, mais pour tout l'ensemble de l'Europe. Donc vous voyez que c'est un problème qui a été essentiellement anglais et que la contamination, c'était surtout les Anglais ou les gens qui allaient en Angleterre. Et maintenant, on trouve des cas atypiques. Ces cas atypiques,
C'était les cas que l'on devait connaître avant. Donc ces cas typiques, comme vous pouvez le voir, ce sont différents types. On en a quelques-uns, on appelle ça cas typique. Moi, j'appelle ça cas autochtone. Parce que, regardez, cette publication de 1883 en France, c'est un vétérinaire de Haute-Garonne décrivant un cas parfait de SB en disant un cas de tremblante chez un bœuf. Donc cette maladie rare existait, elle est redevenue rare, c'est tout. Maintenant, le risque lié au mouton, là, on ne sait pas trop. S'il y a une seule chèvre qui a été trouvée porteuse du prion ESB, mais parce que cette chèvre avait pu encore manger de la farine anglaise. Depuis, on n'en a pas retrouvé. Il est bon de savoir aussi que les travaux qui ont été faits, par exemple à Weybridge en Angleterre, ils ont importé à un moment des moutons de Nouvelle-Zélande parce qu'il leur fallait des cas négatifs. Et la Nouvelle-Zélande se déclarait indemne de tremblante. Eh bien, les témoins négatifs ont présenté de la tremblante parce que finalement, c'était des moutons importés d'Europe et c'était évident qu'ils en avaient, mais ils le cachaient, mais là, ils n'ont pas pu le cacher. Voilà. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que quand on regarde le profil lésionnel, ça c'est à peu près la répartition des trous dans le cerveau, chez une tremblante, un cas sporadique de Creutzfeldt-Jakob ou un cas iatrogène, c'était lié à l'hormone de croissance, vous voyez le même profil lésionnel. Ça voudrait dire que une des souches tremblantes pourrait être à l'origine de Creutzfeldt-Jakob. Mais il n'y a pas assez de travaux, c'est une publication de 2001, il n'y a pas assez de travaux pour avoir cette conclusion. En France, on a fait une sélection génétique des troupeaux puis dans d'autres pays européens, des troupeaux dits résistants à la tremblante. Or, en 1995, les Japonais avaient trouvé une tremblante chez un animal résistant. En France, en 2000, moi j'en avais trouvé un. Je me rappelle, c'était à l'Institut Pasteur de Paris, on m'a dit que je ne pouvais que m'être trompée. Eh bien, depuis 2004, il y en a partout des cas dits résistants. Ça veut dire qu'on a fait une sélection. Et on oublie une chose, c'est que le prion s'est adapté à la nouvelle espèce hôte. Et ils appellent ça des cas typiques. Bon, je dis, bon, c'est d'autres cas, c'est tout. Mais en tout cas, la solution d'une sélection génétique n'était pas bonne à long terme. Donc, ça reste un problème de santé publique, ces encéphalopathies, comme vous pouvez le voir, c'est une maladie rare pour l'ESB, qui est à nouveau rare. Le variant de maladie de Creutzfeldt-Jakob, il n'y en a plus quasiment, on en a eu 2 en France encore, mais c'est fini. Par contre, on aura peut-être des cas iatrogènes par transfusion sanguine, comme il y en a eu 2, 3 en Angleterre, et puis peut-être d'autres, surtout parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Anglais qui peuvent être porteurs de prions. Et le problème, c'est que si on arrive maintenant avec les méthodes hypersensibles que nous avons de détecter des prions dans le sang, par méthode d'amplification, qu'est-ce qu'on fera si on leur dit vous avez du prion alors qu'on n'a pas les moyens de traiter? Il vaut peut-être mieux pas chercher. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a certainement de nouvelles formes humaines d'encéphalopathie spongiforme. Même on a dit dernièrement que la maladie d'Alzheimer pouvait être une maladie à prion. Donc vous voyez que on a encore beaucoup à apprendre sur ces maladies dégénératives du système nerveux central. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne connaît pas l'importance du portage asymptomatique chez les hommes et chez les animaux. Certains s'inquiètent du prion dans l'environnement, il ne faut peut-être pas aller trop loin quand même. Et puis, pour moi, il n'y a pas de pays indemne de tremblante ou d'encéphalopathie spongiforme. C'est une maladie rare partout. Maintenant, l'influenza aviaire. Alors ça a été une autre crise qui n'avait pas lieu d'être, en tout cas pour dire que c'était une zoonose. Ça l'a été, mais c'était une zoonose quand même relativement mineure, puisqu'il n'y a pas eu d'adaptation du virus à l'homme pour le H5N1. Alors vous avez eu, si vous voulez, pour nous, c'est la peste aviaire. Ça tue tellement vite que finalement, on ne le classait pas dans les zoonoses avant l'affaire de la Chine, on le verra. Donc, il faut savoir que pour les virus de l'influenza, vous avez différents types de virus, de H1 à H16 pour leur hémagglutinine, de N1 à N9 pour la neuraminidase, et les pestes aviaires, c'est toujours des H5 et des H7 qui se sont transformés en virus extrêmement pathogènes.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Ça vient, voilà. Et vous voyez que, si vous voulez, on retrouvera toujours des oiseaux. Les oiseaux sont des porteurs asymptomatiques, en particulier les oiseaux sauvages, type canard, etc., et les oiseaux migrateurs. Et vous voyez qu'on pouvait avoir aussi des chevaux, la grippe du cheval, et puis surtout la grippe du porc. En fait, s'il y a une zoonose, c'est bien la grippe chez le porc et chez l'homme. Ils ont les mêmes facteurs de réceptivité et tout éleveur de porc qui a la grippe ne rentrera pas dans son élevage. Et quand il y a une grippe porcine, on sait très bien que l'éleveur peut être touché. Ça expliquera peut-être la crise concernant le H1N1 qu'on a connu par la suite. Alors, si vous voulez, depuis 1959 qu'on connaît le virus le virus influenza, eh bien, vous voyez toutes les épizooties qu'il y a eu, mais celle qui est la plus importante, c'est la panzootie qui a commencé avec le H5N1 en 1996 en Asie, qui a touché en fait plusieurs continents, hein, et ça a été une vraie catastrophe. Mais vous voyez qu'après, on en a eu encore d'autres, et vous trouvez toujours H7, H5 pour ces virus dits hautement pathogènes, qui tuent surtout les volailles. Alors, vous voyez déjà la crise. La crise, elle a commencé en 1996, en fait, avec le premier isolement en Chine. Et là, tout de suite, comme il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe, eh bien, tout le monde a dit, ah, ce sont les volailles qui vont nous apporter cette épidémie de grippe. Donc, on a tué tout de suite tous les poulets de Hong Kong qui ont servi à faire un support pour le nouveau aéroport de Hong Kong, et on a tué énormément, donc 97 pour 6 morts. Il y a eu une véritable psychose. 6 morts, 18 malades. Hein. Mais ça s'est propagé en Asie, ce virus H5N1, qui donc date d'un premier isolement en Chine, et vous voyez cette propagation qui est venue progressivement. Alors la seconde psychose, on l'a eue en avril 2005, parce que là, vous voyez le lac Qinghai en Chine, on avait considéré qu'une mortalité très anormale de doigts à tête barrée devait être l'annonce d'une pandémie qui partirait véhiculée par des oiseaux sauvages. Alors, finalement, tout le monde a dit, ça y est, la pandémie arrive avec les oiseaux sauvages. Alors, on a vu des tas de possibilités, de cartes, de vectorisation possible par les oiseaux migrateurs, tout aussi fausses les unes que les autres, pour nous expliquer comment la pandémie allait nous arriver. On a eu en France, dans les aéroports, ces affiches du ministère de la Santé, parce que le ministère de l'Agriculture n'aurait jamais fait ça, vous voyez, annonçant qu'il allait y avoir une influenza aviaire extrêmement grave qui allait arriver. Vous avez eu aussi des médecins bien sûr, annonçant la grande menace, grippe aviaire, 500 000 morts. Et pour la première fois, j'écris dans un journal, grippe aviaire, de quoi s'agit-il au juste en septembre 2005? Parce que je voyais arriver la crise comme l'ESB, mais là c'était l'inverse, j'étais rassurante. J'expliquais que j'avais beaucoup moins peur des volailles que des moustiques en Asie. Et puis j'expliquais que c'était quand même un peu étonnant qu'on s'occupait de quelques cas dus au H5N1 alors qu'il y avait l'encéphalite japonaise qui avait déjà tué pas mal de gens dans le nord de l'Inde et personne n'en parlait. Et pourtant, l'encéphalite japonaise, c'est la peste de l'Orient et il y a une mortalité non négligeable et surtout des séquelles. Donc, il y avait plus de 600 morts à l'époque. Personne n'en parlait. Donc, je disais qu'il fallait peut-être hiérarchiser les risques. Alors, c'est quand même important comme ça de remettre un peu à jour les risques parce que finalement, les oiseaux sauvages ont peut-être joué un rôle, mais on a vu surtout que ça suivait la voie du transsibérien. Hein. Le commerce a joué un très grand rôle dans la possibilité de propagation du H5N1 pour les volailles. Alors, en France, j'ai loupé un pari parce que finalement, il y a eu un cas, et un cas chez des dindes. Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu un cas. Il y a eu un cas parce que, si vous voulez, il a fait très froid. Et ce sont des oiseaux non migrateurs, des cygnes, donc tuberculés,
qui ont apporté ce virus. Alors vous voyez les symptômes chez ce cygne. Eh bien, ces signes sont venus du fait d'une vague de froid. Alors, du fait de cette vague de froid, on a été sensibilisé. Il y a même une île au nord de l'Allemagne où finalement il y a eu quelques oiseaux morts, mais aussi des chats contaminés. Alors, tout le monde avait peur pour son chat, alors qu'en fait, c'est là où on a vu qu'effectivement, quand on cherche, on trouve. Le chat pouvait être sensible également. Mais si vous regardez bien, c'est resté une zoonose exceptionnelle. Nous sommes donc après 2005, là, nous sommes encore à avoir eu, alors voici un peu au 12 mars 2012, combien de cas? 596 malades, 350 morts de 2003 à mars 2012. Par rapport au palu, par rapport à différentes maladies, c'est une maladie qui n'a pas explosé, ce n'a pas été une pandémie. Donc j'avais bien raison en 2005 de dire que je n'y croyais pas à cette pandémie. Et ça c'est important parce que vous voyez que des pays comme, alors en rouge c'est la Chine, en bleu c'est le Vietnam. Vous voyez que le Vietnam a résolu ses problèmes quasiment. La Chine a toujours, mais elle déclare peut-être pas tout. Et vous voyez l'Indonésie surtout en noir qui n'a pas pu régler son problème, comme l'Égypte. Tout ça c'est un problème de lutte contre une maladie extrêmement contagieuse. Il faut avoir les mesures de biosécurité, les mesures vétérinaires permettant d'éradiquer. Eh bien, selon les moyens des pays, vous voyez que certains les ont réglés, d'autres pas. Et c'est pour ça qu'il y a encore des cas qui peuvent être observés en Égypte et en Indonésie notamment. Et puis finalement est arrivé le H1N1. Alors j'aimerais vous raconter une anecdote, parce que j'étais à Rome, à la FAO, où nous expliquait qu'ils regardaient sur le web ce qui pouvait nous tomber dessus, c'est-à-dire qu'ils regardaient les rumeurs sur le web en disant comme ça on peut peut-être prévenir les crises. C'était 2 jours avant le 26 avril 2009, j'aurais dit qu'est-ce que vous voyez arriver? À rien. Eh bien, 2 jours après, j'avais des journalistes qui m'appelaient pour me dire il y a un problème de grippe porcine au Mexique. Alors, première réaction, grippe porcine, c'est pas dangereux. On a eu quelques cas mortels, mais exceptionnels aux États-Unis il y a quelques années. Ils ont eu plus de problèmes avec la vaccination qu'avec la grippe porcine. Eh bien, ils se sont dit, ah ben d'accord, on ne fait pas l'article. C'est important aussi d'expliquer aux journalistes qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. C'est pas possible, H1N1, c'est pas dangereux pour si c'est une grippe porcine. Mais le problème est que le lendemain, vous aviez dans toutes les télés les masques des Mexicains qui annonçaient grippe porcine. On parlait de grippe mexicaine alors que c'était aussi une grippe américaine. En un week-end, il a fallu expliquer aux journalistes, et ça a été le cas en France, que c'était une grippe humaine et non une grippe qui était porcine. Donc, si vous voulez, ce qui était très important, si on regarde la hiérarchisation des grippes, la grippe porcine, elle n'a jamais été considérée comme extrêmement dangereuse. On vaccine en fait les truies parce que souvent il y a des problèmes d'avortement, mais si vous voulez, c'est pas un gros problème la grippe porcine. Par contre, si on regarde, ce qui est plus important, sévère, c'est la grippe, la peste aviaire. 100% de mortalité, on a avec les virus hautement pathogènes. Puis on peut avoir des formes pandémiques chez l'homme comme la grippe espagnole de 1918 qui a été extrêmement grave. Mais vous voyez que finalement, on a eu des grippes. Alors on a eu des pandémies de grippe aussi, avec des fortes contagiosités en 68. Mais si vous voulez, les grippes asiatiques qu'on a eues étaient des fortes grippes. On n'a pas eu une pandémie importante. Mais la différence que l'on a eue avec cette grippe H1N1, c'est qu'elle tuait des jeunes parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Hein, et finalement, en temps de personnes, temps de vie, si vous voulez, finalement c'était plus mortel puisque ça ne tuait pas des vieux, ça tuait des jeunes. Donc il fallait vacciner et malheureusement on n'a pas réussi à faire comprendre qu'il fallait vacciner. Et si on regarde donc les maladies, vous voyez que c'est surtout un problème homme-porc, certes. Alors le porc il a été touché bien sûr après, hein, avec le H1N1 de l'homme. Et puis même
c'est là où les gens disent, ah, les chats ont été touchés et les dindes. Alors les gens découvraient que la dinde pouvait être touchée par le H1N1. Mais il y a longtemps qu'on sait que le H1N1 pouvait toucher les dindes. Ils vaccinent depuis longtemps aux États-Unis contre le H1N1 pour quand ils ont des problèmes d'influenza parce que ça donne des chutes de ponte et c'est quelquefois rentable de vacciner. Donc vous voyez, en conclusion, j'ai essayé de vous montrer l'importance du vétérinaire, bien entendu, puisque je suis vétérinaire. Mais c'est parce que c'est surtout que dans les zoonoses, les vétérinaires sont bien placés pour expliquer les zoonoses. Parce qu'ils peuvent être les premiers à suspecter une émergence. C'est l'exemple du virus du Nil occidental. Donc, vous voyez, la réémergence d'agents pathogènes pour les animaux à l'homme, souvent c'est sous-estimé même. Ensuite, le vétérinaire, il peut conseiller les propriétaires pour les risques liés aux animaux de compagnie, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi pour les animaux de ferme. On a des maladies émergentes qui ne sont pas des zoonoses, donc j'en ai pas parlé, mais on a eu, nous, 2 virus qui sont arrivés par des vecteurs, c'est la fièvre catarrhale ovine ou le virus Schmallenberg en France. Ça a été une vraie catastrophe pour les ruminants, mais c'est pareil, là, c'est le vétérinaire qui fait le diagnostic, et puis on se rend compte que finalement, on n'est pas à l'abri de nouvelles maladies émergentes. Est-ce que finalement, on n'aura pas une maladie émergente qui arrivera comme ces 2 virus qui ont certainement été véhiculés peut-être par avion dans la région de Maastricht, là où il y a des tas de fleurs, et les vecteurs arrivent avec les fleurs. Un jour, ça sera peut-être un virus extrêmement dangereux pour l'homme. Alors là, peut-être on y fera attention. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'il y a un seul monde, une seule santé, parce que comme vous pouvez voir, hein, quand il y a une maladie animale, il y a aussi une maladie humaine pour 70% des cas. Donc ça, c'est vraiment un concept que nous avons actuellement. Et je voulais vous remercier pour votre attention en vous montrant une vache. J'y tiens beaucoup, c'est une tarine. Et quand j'étais petite, je gardais les vaches de ma grand-mère. C'était des tarines en Haute-Savoie. Voilà. Non, non.